Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette situation sanitaire qui est un peu particulière, on a quand même trouvé quelque chose d'innovant, puisque de façon virtuelle, on fait venir chez vous des écrivains, des artistes, tout le monde de la culture. Et donc ça, c'est grâce à la direction des seniors et aux itinéraires de Frédéric Ovadia qui nous permettent justement d'entrer chez vous et de vous faire participer à ces échanges, et essayer de rompre votre solitude et de vous apporter un peu des étoiles dans les yeux et de vous aérer. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis on va se donner rendez-vous régulièrement. Essayez d'y mettre un peu de passion. Et je crois que c'est ce que vous transmettez aussi hein, dans les écoles avec oui. Et donc, elle vivait à Ménherbe, dans le Luberon, et il lui envoyait des colis, mais des colis du mal. Hein. Il lui a envoyé un jour sa petite chaise sur laquelle elle posait, mais toute détruite et toute rafistolée avec des cordes, entièrement pour lui dire, tu vois, je te tiens. Et même je te donne la corde pour que tu puisses te pendre. Donc, il lui envoie ça. Un jour, il lui envoie une bague. Elle dit, oh, parce qu'elle l'aimait toujours. Il m'envoie une bague. Elle met sa bague. Elle l'enfonce. Sauf qu'elle n'avait pas vu que la bague était entièrement à l'intérieur cloutée à vif et qu'elle s'est arrachée tout l'annulaire. Donc, voilà les cadeaux de Picasso à Dora, après, à l'adorée Dora, hein, qu'il a aimé de façon extraordinaire. Alors, pour revenir à ce tableau, ben oui, c'est un tableau qui est à la fois un tableau reflet de la guerre d'Espagne, mais qui dépasse la guerre d'Espagne, et de loin. C'est en ce sens où c'est devenu un tableau universel, c'est justement parce qu'il dépasse l'histoire de Guernica. Parce que sinon, ça aurait été un tableau historique, comme il y en a tant. Hein. C'est la même manière, entre parenthèses, comme avec Le Petit Prince. Si Le Petit Prince avait, Saint-Exupéry avait l'intention que le serpent du Petit Prince ait un brassard avec la croix gammée. S'il avait gardé ça tout au long en disant le serpent c'est le nazi, ça aurait été un conte sur le nazisme. Mais il l'a enlevé. Ce qui fait que ça devient un conte universel hein, qui est dans toutes les civilisations audible, et dans toutes les cultures et dans toutes les langues. Eh bien, Guernica, c'est la même chose. Guernica est parti d'un fait historique, il s'est développé comme un témoin de la violence intra-humaine, et en même temps, c'est le reflet d'un fantasme cruel qui est au cœur de Picasso. Picasso, il s'est toujours dit, je suis le Minotaure. Je suis le Minotaure et j'entraîne. Et que fait le Minotaure dans l'Antiquité grecque? Il entraîne les jeunes gens au fond de son labyrinthe. Eh bien, lui aussi, il va entraîner ses proies dans son labyrinthe. Ce qu'il fera avec toutes ces femmes. Sauf une qui lui résistera, qui est Françoise Gillot, et qui le quitte, et qui lui dit, mais on ne quitte pas Picasso. C'est Picasso qui vous quitte. Elle le quitte quand même, avec ses deux enfants sous le bras, les deux enfants qu'elle a de lui, c'est-à-dire Claude et Paloma. Elle part vivre à l'étranger même, mais il lui fait les mille misères, même au détriment de ses enfants. Hein? Donc lui-même s'est toujours conçu comme un monstre. Mais en même temps, un monstre avec beaucoup de détresse intérieure. À l'époque où il écrivait, comment dirais-je, pas où il écrivait, mais où il peignait Guernica, ils allaient souvent en vacances dans le sud, sur la côte par ici, à Juan-les-Pins particulièrement, et il disait à son ami Man Ray, avec lequel il marchait le long de la plage, il disait, tu vois, regarde ce caillou qui est là, ce galet qui est là, je le prends, je fais un point, un trait, il va être vendu des dizaines de milliers de francs. Tout ce que je touche devient de l'or. Et c'est écœurant, et ça me désespère, parce que ce n'est plus viable, ce n'est plus possible, quoi.
Je vais au restaurant, j'invite une tablée entière dans un restaurant étoilé, le restaurateur prend mon chèque et le garde parce qu'il y a ma signature. Et tout à l'avenant. Donc il a la détresse du roi Midas, lui-même. Le roi Midas qui touche, tout ce qu'il touche devient de l'or et ça devient invivable. Hein? Eh bien, il est un peu ça. Donc il a cette détresse aussi. Il a cette mélancolie, cette sorte de désespoir intérieur qu'il a essayé de réfuter par la créativité. C'est-à-dire que c'est un peintre immense parce qu'il a créé des dizaines de milliers de peintures. C'est énorme, dans tous les genres. Hein? Donc Guernica, c'est le genre de la toile de guerre, la toile d'histoire, mais là encore, il y a mis sa patte personnelle. C'est-à-dire que c'est loin d'être une commande officielle. Qu'elle est, cependant. Hein? Mais cette commande officielle de la République espagnole, moribonde finalement, parce que Franco va prendre le pouvoir très bientôt, elle est, je dirais, elle est détournée, cette commande, dans son projet. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai quelque part une citation des commanditaires qui n'étaient pas très contents. Qui n'étaient pas contents. Je vais essayer de la retrouver. Vous allez voir, c'est assez intéressant de voir ce que les commanditaires ont dit en voyant ce tableau. Ça doit être là, peut-être. Eh bien non, c'est pas là, mais en fait, je suis navré. Quand on cherche, on ne trouve pas. Voilà, non, c'est pas. Non, bon, écoutez, je ne l'ai pas. Mais en tous les cas, ceux qui le disaient, qui étaient les républicains espagnols? C'était quand même des gens qui étaient qui étaient très à gauche, de toute façon, à la fois des anarchistes, des communistes, des socialistes, etc. Et ils avaient quand même à l'idée que la peinture qui leur était proposée, en fait, c'était quelque part le massacre de Guernica, mais ça dépassait Guernica et eux, ils voulaient quelque chose qui illustre vraiment, c'est-à-dire le réalisme communiste, c'est-à-dire ce qu'on voit sur les affiches de l'époque stalinienne, voyez. Donc là, ils sont dans une perspective qui est beaucoup plus vaste et qui touche une autre écoute et aussi un autre public. Voilà, donc c'est un tableau qui a gardé aussi cette ambiguïté-là, et cette puissance-là, cette force-là, où Picasso ne s'est pas, je dirais, dégagé de ses propres fantasmes et de sa propre violence. Et c'est ce qui fait aussi la grandeur du tableau, parce qu'on a vraiment l'impression, quand on y est devant, quand on est devant lui, on est quand même dans la sidération. On a quand même, devant cette immensité, cette sorte comme ça je sais pas, c'est presque une grotte, le Guernica. C'est presque une grotte. C'est-à-dire qu'on est là et qu'on a l'impression qu'on entre dans le monde du mal. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'on entre dans le continent du mal. Et qu'on est sidéré. C'est un petit peu comme quand les peintres du XVIe, XVe siècle flamands ou italiens peignaient l'enfer. Vous voyez, où il y avait ce combat entre les anges noirs et les anges purs qui essayaient de tirer les âmes vers le haut, et puis il y en a d'autres qui tiraient les âmes vers le bas, vers l'enfer. Et bien on a l'impression qu'on entre dans une représentation de l'enfer. Et c'est ça qui est très très fort. Et en même temps, qui vous laisse cette stupéfaction que, effectivement, les damnés peuvent avoir, ou qu'on estime qu'ils pourraient avoir, en entrant dans le cercle de l'enfer. Ça dépend comment on le voit, si vous voulez. Effectivement, si on voit un bout de fleur qui dépasse de ce qui est une maison, hein, en haut du tableau,
parce qu'au départ, ça devait être beaucoup plus représentatif. Il avait fait vraiment des maisons typiques espagnoles. Vous voyez, et en fait, il les a complètement abstraitisées. Hein, parce qu'effectivement, s'il avait fait ce petit... ça aurait été la carte postale, un peu. Et évidemment, ça aurait été Guernica, le village, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que dans les villages espagnols, on a l'habitude de voir à des petites fenêtres en hauteur un pot de géranium. Il a mis ce petit pot, cette petite fleur-là. Alors, est-ce que c'est l'espérance d'une fleur à venir? Ou bien est-ce plutôt que la fleur elle-même subit l'impact de la guerre et qu'elle est dans la flétrissure déjà? Rien ne nous le dit. Il y a néanmoins je dirais pas qu'il y ait presque de l'espoir, mais je dirais pas qu'il y ait de l'espoir, mais je dirais qu'il y a un jugement quand même. Qu'il y a un jugement possible et peut-être par le jugement une rédemption. C'est quand même la lampe électrique qui a au-dessus du tableau, et cette lampe électrique qui trône au milieu, dont il a représenté l'éclat par des rayons, comme une couronne, n'est-ce pas? Alors on se dit, cette lumière-là, c'est quand même la lumière de celui qui a la lucidité de voir, et qui peut par là même permettre la prise de conscience, et permettre la prise de jugement. Parce que cette lampe électrique qui est là en haut, elle est présentée comme une sorte de couronne. Elle est présentée comme une sorte d'objet divin. Vous savez, comme quand l'enfant Jésus tient dans ses mains, alors qu'il est dans les bras de Marie, sa mère, il tient ce qu'on appelle un orbe, c'est-à-dire le monde, en une boule, au-dessus de laquelle il y a une couronne de lumière. C'est l'orbe, ça s'appelle. Et là, vous avez manifestement une lampe en forme d'orbe. Et cette lampe-là, elle éclaire le massacre, elle donne la lumière totale sur le massacre, et en même temps, elle est celle, c'est l'œil était dans la tombe et regardait Caïn quand même, vous voyez? Et là, on a l'impression que peut-être cette lampe, elle est là comme pour la prise de conscience de la lucidité. Et la lucidité, l'étymologie, c'est la lumière. Vous voyez? Enfin, c'est une interprétation, parce que de toutes les façons, le tableau est abyssal. Le tableau est immense. On ne peut même pas dire c'est ça qu'il a voulu faire. On ne peut pas le dire. Hein? Alors, les historiens de l'art, les chercheurs, les analystes, les gens qui aiment l'art réfléchissent et disent bon, et ils le voient, ils voient des choses qu'en fait d'autres peut-être ne voient pas. Hein? Mais ça ne peut être possible que dans les grandes œuvres majeures. C'est quand les grandes œuvres deviennent abyssales. On n'en finira jamais d'écrire sur Rimbaud. Moi, j'ai écrit un livre sur Rimbaud, je n'ai pas clos le discours. Évidemment. On n'en finira jamais d'écrire sur Proust. On n'en finira jamais d'écrire sur Dostoïevski.